J'ai toujours été une personne matinale. À 72 ans, il n'y a aucune raison valable de changer un rythme qui a gouverné mes matinées pendant des décennies. Alors que l'aube filtre doucement à travers les rideaux, je déplace la vieille courte pointe de mes jambes et tends la main vers les pantoufles moelleuses placées au pied du lit. La douleur dans mes genoux m'est désormais familière. Un signal sourd et persistant de l'arthrite qui s'est aggravé avec les années. Surtout quand il pleut. Et ici, à Crescembé, la bruine est aussi constante que les marées. De la fenêtre de ma chambre, l'océan est calme et lointain, enveloppé d'une brume pâle. De petits voiliers parsèment l'eau comme de minuscules fantômes, dérivant vers des endroits où je ne pourrai jamais aller. Cette maison repose sur une basse crête, ouverte à la brise, qui sent faiblement le sel marin et les histoires anciennes. C'est Grégory qui a choisi cet endroit il y a presque 40 ans. C'est ici que nous vieillirons ensemble, Nora, avait-il dit. Mais il s'avère que c'est moi qui vieillis seule. Grégory est décédé il y a 11 ans, laissant derrière lui cette vaste maison de 3 chambres qui résonne plus de silence que de rire. La cheminée du salon n'a pas vu de flamme depuis des semaines, et le jardin, si plein de son énergie autrefois, demande maintenant plus que je ne suis prêt à donner. Mais c'est ma maison. Et le genre de maison qui ne peut pas être remplacée. Je traîne les pieds dans l'escalier grinçant jusqu'à la cuisine. La bouilloire se met en marche, comme chaque matin, et j'attrape les œufs dans le réfrigérateur. 2 tranches de pain grillé, un œuf à la coque et un thé noir fort composent ce rituel. Je m'assois près de la fenêtre avec mon petit déjeuner, la tablette clignotant avec des gros titres et des nouvelles locales en sourdine, un cadeau trop généreux de ma nièce Evan à Noël dernier. Je n'ai jamais eu peur de la technologie. Des décennies d'enseignement de la littérature m'ont appris à m'adapter, même lorsque le monde a changé plus vite que je ne le souhaitais. Je suis à mi-chemin de beurrer mon pain quand j'entends le bruit de pneus crissant sur le gravier. Bizarre. Personne ne vient si tôt un dimanche. Je jette un coup d'œil à l'horloge. 8h58. C'est trop tôt pour une visite impromptue. En regardant par la baie vitrée, j'aperçois le VUS argenté de mon neveu Ethan qui s'avance dans l'allée. Étrange. Ethan ne passe jamais à l'improviste sans prévenir. Nora. Une voix retentit juste au moment où un téléphone se met à sonner depuis le porte-manteau près de la porte. J'ajuste le col de mon cardigan, lisse les plis de ma jupe et me dirige vers la porte. Mes pas sont délibérés mais assurés, il n'y a aucune raison de me précipiter. C'est un jeu de jeunes. Ethan, dis-je, en ouvrant la porte avec une légère surprise. Et Élise aussi. Qu'est-ce qui vous amène ici tous les deux si tôt? Ethan me donne un baiser rapide et à peine perceptible sur la joue. C'est un homme de grande taille, avec la carrure sombre de son père et une posture légèrement avachie qui le fait paraître toujours accablé. Élise, sa femme, sa deuxième, pour être précise, se tient derrière lui, mince et vêtue avec soin d'un blazer crème et de talons pointus entièrement inadaptés à ce temps. « Bonjour, tante Nora », dit Élise, son sourire démontrant une politesse parfaite. « Vous êtes ravissante. Comment allez-vous ? » « Je vais bien, ma chérie. S'il vous plaît, entrez. Je viens de préparer le petit déjeuner, en voulez-vous ? » « Non, nous avons déjà mangé », répond Ethan rapidement, en entrant dans le salon comme s'il l'inspectait. Son regard s'attarde sur le manteau de la cheminée, puis se déplace vers les meubles. « Depuis combien de temps faites-vous le ménage vous-même ? » demande-t-il, en fronçant légèrement les sourcils. « Elma vient 2 fois par semaine. Les mardis et vendredis. »« Mais aujourd'hui, c'est dimanche, et c'est poussiéreux, » dit-il, à mi-voix, en secouant la tête. Elma est-elle toujours cette femme âgée ? Elle a 66 ans et est parfaitement capable. Je me laisse tomber dans mon fauteuil préféré, à côté de la cheminée froide. Ethan et Élise s'installent en face de moi, l'atmosphère entre nous étant inhabituellement tendue. Nous avons réfléchi à votre situation, tante Nora, commence Ethan, jetant un coup d'œil à Élise, qui hoche légèrement la tête en signe d'accord. Cette maison, elle est trop grande pour une seule personne. Les escaliers, son entretien. C'est beaucoup. Je me débrouille, dis-je d'un ton égal. Pour l'instant, intervient Élise, sa voix douce et ferme, mais nous devons être réalistes quant à l'avenir. Nous avons trouvé un endroit merveilleux, le manoir Cibrise. C'est une résidence charmante et moderne pour les aînés autonomes. Soins quotidiens, de nombreuses activités. Un établissement de soins, je termine sa phrase. Une résidence de retraite, corrige Élise, en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Vous auriez votre propre espace, mais avec un soutien 24 heures sur 24. Je prends une gorgée de mon thé. La tasse tremble un peu, mais pas à cause de la nervosité, juste à cause de la main tremblante de l'âge. Je reste silencieuse un instant, regardant l'océan entre les maisons.
C'est une vue qui m'accueille chaque jour depuis le décès de Grégory. Et la maison? Demandai-je. Ethan se remue sur son siège. Eh bien, nous nous en occuperions. La louer, peut-être. Ou si c'est nécessaire. La vendre. La vendre, répétai-je. Bien sûr. Ce serait logique financièrement, ajoute-t-il. L'entretien est coûteux, et votre pension n'est pas vraiment abondante. La vente vous apporterait du confort pour les années à venir. Je pose mon thé, la décision se dessinant déjà dans mon esprit. Non, dis-je doucement, mais fermement. J'apprécie votre inquiétude. Vraiment. Mais je resterai dans ma maison. Élise et Ethan échangent un regard rapide, la déception se lisant sur leurs visages. Tante Nora, s'il vous plaît, dit Ethan, sa voix se faisant plus dure. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous avez toujours tout ramené à vous. D'abord votre travail d'enseignante, toujours trop occupée pour la famille, et maintenant cette maison, comme si elle était plus importante que votre bien-être. Cette vieille culpabilité se réveille à nouveau, celle que je pensais avoir enterrée depuis longtemps. Ethan, j'ai travaillé parce que je devais le faire. Votre oncle ne pouvait pas toujours subvenir à nos besoins, et quelqu'un devait garder le toit au-dessus de nos têtes. Ne recommence pas à blâmer l'oncle Grégory, rétorque-t-il. Je dis juste que vous avez 72 ans. Vous ne pouvez pas faire ça indéfiniment. Et nous ne pouvons pas être responsables si quelque chose arrive. Je n'ai jamais sollicité votre aide, dis-je doucement. Et je n'ai pas l'intention de partir de sitôt. Le ton d'Élise s'adoucit, mais l'intention derrière ces mots reste inchangée. Nora, nous voulons juste que tout soit en ordre, avant que cela ne devienne urgent. Le manoir Cibrise a beaucoup de personnel, c'est propre, il y a des résidents amicaux. C'est pratique, interrompis-je, en soutenant son regard. C'est pratique pour vous. Plus facile à gérer quand je suis enfermé quelque part avec un bouton d'appel. Aucun d'eux ne répond. Je me lève lentement de ma chaise. J'ai vécu ici pendant des décennies. Grégory et moi avons choisi cette maison ensemble. Je ne serai pas poussé à la quitter pour le bien de l'organisation. La mâchoire d'Ethan se crispe. Très bien. Réfléchissez Y. Nous reviendrons dans quelques jours. Peut-être serez-vous plus ouvert à l'idée alors. Pas besoin, je réponds aussi calmement que possible. Ma réponse ne changera point. Élise me donne un mince sourire et attrape son manteau. Nous sommes juste inquiets pour vous. Et si quelque chose arrivait et que vous étiez seul? Je pointe le petit pendentif à mon cou. Alerte d'urgence. Et je ne suis guère isolée. Les voisins s'arrêtent, Evan appelle régulièrement, et je vais toujours à l'épicerie moi-même. Je les escorte jusqu'à la porte, et ce faisant, je remarque Ethan scannant l'espace à nouveau. Ses yeux s'attardent sur l'œuvre d'art encadrée, la rampe sculptée, la vue sur le jardin arrière. Pas avec affection. Avec évaluation. Comme s'il l'évaluait pour une revente possible. Prends soin de toi, Nora, dit-il, la main sur le bouton de porte. Et pense à notre offre. Je l'ai fait. Et je le ferai. Leur VUS sort en marche arrière de l'allée. Je le regarde disparaître au coin de rue avant de retourner au salon. Ça sent encore légèrement le thé et les toasts, mais soudain, toute la maison semble froide et immense. Je sais qu'Ethan n'a pas tout à fait tort. J'ai dû travailler dur pendant son enfance. Grégory, cher, brillant Grégory, n'a jamais été stable. L'architecture était sa passion, mais la dépression le clouait souvent au lit. Il perdait des emplois. Parfois, pendant des mois, il s'enfermait sur lui-même, parlant à peine. Alors, j'ai travaillé. J'ai enseigné à plein temps. J'ai suivi des cours du soir. J'ai maintenu notre vie avec des plans de leçons et des cartes de bibliothèque. L'héritage que nous avons reçu après le décès du père de Grégory était la seule raison pour laquelle nous pouvions nous permettre cette maison en premier lieu. Ethan n'a jamais vu les nuits où j'ai pleuré en silence dans la salle de bain après que tout le monde soit allé se coucher. Il n'a pas vu la façon dont j'ai économisé chaque sou pour lui acheter des chaussures décentes, ou comment je renonçais à de nouveaux manteaux pour qu'il puisse faire un voyage scolaire. Et maintenant que j'ai enfin un peu de paix, des économies modestes, une pension fiable et une maison entièrement payée, il voit tout cela comme quelque chose qui lui est dû. J'attrape mon téléphone et compose un numéro que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, mais dont je me souviens encore par cœur. Après quelques sonneries, une voix familière répond. « Allô ? C'est moi, dis-je. Pouvez-vous venir ? Yeah. J'ai besoin de parler. Il y a une pause. Est-ce que tout va bien, Nora ? Ethan était là. Avec Élise. Ils étaient. Poussant encore. Cette fois plus fort.
Je serai là dans l'heure. Je raccroche et inspire profondément. Le simple fait de l'appeler me stabilise. Cal Reddick a toujours eu cet effet sur moi. Cal n'est pas n'importe qui. Grégory et moi l'avons rencontré lors d'une collecte de fonds pour les retraités de la fonction publique il y a des décennies. À l'époque, Cal travaillait au bureau. Large d'épaules, vif d'esprit et intense. Lui et moi avons eu une connexion instantanée. Quelque chose de calme, quelque chose de profond. Notre relation a commencé lentement. Juste une conversation amicale, puis des rencontres rares, des secrets partagés. Grégory était souvent absent émotionnellement pendant ces années. Ethan était un adolescent, plongé dans ses propres tempêtes privées. J'avais besoin de quelqu'un, et Cal était présent. Même après le décès de Grégory, Cal et moi ne sommes jamais passés complètement à une relation publique. Nous avons préféré la solitude à l'examen minutieux. Il vit de l'autre côté de la ville dans une modeste maison de plain-pied avec un potager à l'arrière. Nous nous voyons 2 ou 3 fois par semaine, passant parfois de longs week-ends au bord de mer. Cela nous convient. Simple. Sans complications. Pour Ethan, Cal est juste Monsieur Reddick, une vieille connaissance de la famille. Et je ne lui ai jamais dit le contraire. Il ne comprendrait pas. Il me comprenait à peine même quand il vivait sous le même toit que moi. Alors que j'attends l'arrivée de Cal, j'occupe mes mains, ramasser la vaisselle du petit déjeuner, essuyer le comptoir, arroser les violettes fanées sur le rebord de la fenêtre. La normalité m'aide à rester stable. Quand la sonnette retentit juste un peu moins d'1 heure plus tard, je suis déjà près de la porte d'entrée. Cal entre, toujours élégant dans une veste bleu marine et un pantalon beige, ses cheveux gris soigneusement brossés en arrière. Il apporte avec lui le parfum de l'après-rasage et de la pluie. « Tu vas bien ?» demande-t-il doucement, en jetant un coup d'œil à mon visage. Je hausse les épaules, puis laisse échapper un rire qui est plus une expiration qu'un signe de joie. Non. Pas vraiment. Nous allons dans le salon. Je lui tends le thé que j'avais préparé en l'attendant et lui indique la chaise en face de la mienne. Ils veulent que j'aille au manoir Seabreeze. Et que je vende la maison. Il lève un sourcil, mais ne dit toujours rien. Ils ont apporté des brochures. Ils ont parlé de sécurité et de confort. Élise a appelé cela un « mode de vie de retraite ». Mais je sais ce que c'est être mise de côté. Tranquillement. Pour qu'ils puissent s'approprier cet endroit. Tu es sûr que c'est leur plan ? Demande-t-il avec prudence. Ils veulent le louer. Ou le vendre. Ethan n'est pas subtil. Cal se penche en avant, et pose sa tasse. Alors il est temps que nous rendions cela officiel. Tu as besoin d'une protection juridique avant qu'ils essaient quelque chose de sournois, comme te déclarer mentalement inapte. Prendre le contrôle de tes biens. Cela arrive tout le temps. Tu serais surprise du nombre de cas comme celui-ci que j'ai vu. Je le regarde fixement, mal à l'aise. Il ne ferait pas ça. Cal ne dit rien pendant un long moment. Puis, s'ils sont assez désespérés, oui. Il le ferait. L'avertissement s'est installé dans ma poitrine comme une pierre froide. Je n'avais jamais imaginé Ethan capable d'une chose aussi vile que de manipuler mes dossiers médicaux. Mais Cal n'était pas du genre à exprimer des inquiétudes vaines. Sa voix portait le poids de l'expérience. Il avait vu trop de bonnes personnes dupées par celles en qui elles avaient le plus confiance. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé doucement. Cal se pencha en arrière dans sa chaise, son expression pensive. « Nous mettons en place une défense. Je vais te mettre en contact avec une avocate spécialisée en droit successoral en qui j'ai confiance, Andrea Berman. Tu vas placer la maison dans une fiducie révocable ou accorder à quelqu'un de confiance une procuration. Peut-être bien les deux. Ce n'est pas infaillible, mais cela nous donne un avantage. Je suis toujours saine d'esprit, dis-je. Exact, a-t-il acquiescé. Mais dès qu'ils essaieront d'affirmer le contraire, nous serons prêts. Ces mots m'ont un peu calmé. Cal avait toujours un plan de secours et un plan B. Mais malgré cela, un profond malaise persistait. Ethan n'allait pas laisser tomber cela facilement. Les jours suivants se sont passés tranquillement. Je me suis tenue à ma routine. J'ai fait de la soupe. Arrosé les herbes. Appelé Evan pour entendre parler de son nouveau travail au Nouveau-Mexique. Mercredi, Elma est venue et a aidé à balayer les planchers et nettoyer les fenêtres. Pendant un instant, la maison ressemblait à ce qu'elle était quand Grégory était vivant. Vivante, propre, animée. Il n'y a pas eu de nouvelles d'Ethan. Une partie de moi espérait qu'ils avaient reculé, peut-être qu'ils avaient reconsidéré. Mais le répit fut de courte durée. Jeudi matin, après ma demi-heure de yoga pour personnes âgées dans la véranda, la sonnette a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau et me suis figée.
Ethan se tenait sur le porche, portant un veston. À côté de lui se trouvait un homme petit et large d'épaules en costume, avec une mallette en cuir marron. J'ai ouvert la porte lentement, la crainte me parcourant déjà la colonne vertébrale. Ethan, dis-je, en regardant entre les deux. Et voici le docteur, Keane, dit Ethan doucement. C'est un spécialiste neurocognitif. Il aimerait vous parler. L'homme a souri, révélant des dents trop blanches. Il semblait avoir la cinquantaine, le crâne dégarni, et de la sueur s'était accumulée au-dessus de sa lèvre malgré le temps doux. Madame Whitlow, dit-il, en tendant la main. Arthur Keane. Votre neveu m'a demandé de procéder à un contrôle de bien-être informel. Pas de pression. Juste une conversation. Je n'ai pas serré sa main. Ma gorge était sèche. Je n'avais pas prévu de rendez-vous avec un médecin. Votre neveu est inquiet, répondit Keane, son ton trop agréable. Parfois, les familles doivent intervenir. Juste une brève consultation. Cela ne prendra pas longtemps. J'ai regardé Ethan. Il évitait mon regard. J'aurais pu leur claquer la porte au nez. Mais quelque chose me disait que je devais aller jusqu'au bout, pour voir ce qu'ils essayaient de manigancer. Alors je me suis écartée. Très bien. Entrez. Nous nous sommes assis dans le salon, moi dans mon fauteuil, Ethan et le docteur, Keane sur le canapé. Le médecin a sorti un petit carnet. Pourquoi ne me parlez-vous pas de votre routine quotidienne, madame Whitlow. Juste pour que je puisse avoir une idée de vos activités. J'ai plissé les yeux. Pourquoi Pour évaluer votre engagement cognitif. Cela m'aide à comprendre votre degré d'autonomie. Ethan s'est agité. Je pouvais entendre son pied taper sur le sol. Je me lève avant le lever du soleil. Je cuisine, je nettoie, je lis les nouvelles. Je vais au magasin quand j'en ai besoin. Je fais du yoga. Je dirige un club de lecture chaque semaine à la bibliothèque. Et chaque soir, j'appelle quelqu'un à qui je tiens. Est-ce suffisant comme activité pour votre évaluation ? Docteur, qui n'a griffonné quelque chose. Vous arrive-t-il d'oublier souvent des choses ? Oublier le four, égarer des objets ? Pas à moins que ma matinée soit chargée. Comme n'importe qui d'autre. Son stylo a bougé de nouveau. Avez-vous déjà eu des moments de paranoïa ou d'agitation ? Que insinuez-vous ? Ma voix est devenue plus aiguë. Ethan est intervenu, comme s'il s'y attendait. Vous avez accusé Élise d'avoir voulu voler vos bijoux la semaine dernière. Vous nous avez crié dessus sans raison. Ça commence à devenir Dangereux. Je l'ai regardé fixement. C'est un mensonge. Un pur mensonge. Vous voyez ? Ethan s'est tourné vers Keane. Elle nie tout et se met sur la défensive. C'est comme ça depuis le début. Assez, dis-je en me levant. Mes mains tremblaient, non pas de confusion, mais de fureur. C'est ridicule. Docteur, Keane sourit doucement. Encore une chose, madame. Whitlow. Pouvez-vous me donner la date et le nom du président ? Je l'ai fixé du regard. Nous sommes le jeudi 21 mars 2025. Et le président est Jordan Whitman. Réélu l'automne dernier. Le sourire de Keane s'estompa. J'aimerais que vous partiez maintenant, dis-je, ma voix étant de nouveau stable. Il hésita, mais commença à ranger ses affaires. Ethan, cependant, resta assis. Avant qu'il n'atteigne la porte, Ethan sortit un document plié. Il y a autre chose. Il me l'attendo. Une seule feuille, en tête médicale, mon nom complet imprimé clairement en haut. Diagnostic. Decline cognitive precoce. Type Alzheimer. En dessous, une recommandation de soins à temps plein. Signé, Docteur Arthur Keane. J'ai regardé fixement le papier. Je n'ai jamais vu ça. Vous ne vous en souvenez pas ? La voix d'Ethan était pleine d'une fausse sympathie. Ça fait partie du problème. C'est un faux, ai-je murmuré. Je n'ai jamais rencontré cet homme avant aujourd'hui. Vous l'avez vu il y a un mois, insista Ethan. Vous avez juste oublié. Je me suis tournée vers le docteur Keane, qui me regardait froidement, comme si je faisais partie d'une formalité. C'est de la fraude. Nous avons déjà parlé à votre médecin traitant, ajouta Ethan. Elle est d'accord avec ses conclusions. C'est impossible. Docteur, Yamada ne dirait jamais cela sans m'examiner. Elle a soumis une déclaration écrite.
J'ai senti la pièce tanguer. Quelque chose de plus profond se jouait ici. Ethan ne faisait pas que me faire pression, il avait pris des mesures formelles, en utilisant des personnes en position de pouvoir. Je veux un deuxième avis, dis-je. Du docteur Yamada. En personne. Vous n'avez plus ce droit, dit Ethan, catégoriquement. J'ai déjà été nommé votre tuteur légal. Yefi Ethan. Tuteur légal, répétai-je, ma voix étant à peine plus forte qu'un murmure. Il fouilla dans sa veste et sortit un autre papier, plus épais cette fois, avec un en-tête officiel du tribunal estampillé à l'encre bleue. Il a déjà été approuvé par le juge Mallory, dit-il, en plaçant le document dans mes mains tremblantes. En vigueur depuis la semaine dernière. J'ai scanné le texte, mon cœur battant fort. La lettre déclarait qu'en raison d'un déclin cognitif, je n'étais plus capable de gérer mes affaires de manière indépendante. Le tribunal avait accordé à Ethan Whitlow l'entière autorité sur mes biens et décisions personnelles. Ce n'est pas possible, dis-je, la gorge serrée. Je n'ai jamais assisté à une audience. Je n'ai jamais rencontré d'avocat commis d'office. Ce n'est pas légal. Vous étiez là, dit Ethan, un peu trop calmement. Mais vous ne vous en souvenez pas. Cela fait partie de la maladie, tante Nora. J'appelle mon avocat, dis-je, en essayant de me relever. Docteur. Qui posa une main sur mon bras, pas avec force, mais assez pour me donner froid dans le dos. Cela n'aidera pas, madame. Tout a déjà été réglé. L'ordonnance du tribunal est valide. Il n'y a rien à contester. Vous avez tout falsifié, rétorquai-je, la voix s'élevant. Vous avez menti au tribunal. Vous avez falsifié des évaluations médicales. S'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile que ça ne doit l'être, répondit Ethan, en sortant une pile de papier d'une enveloppe manille. Ce sont les formulaires de transfert de propriété. Tout ce que vous avez à faire est de les signer, et nous pouvons rendre toute cette affaire facile. Rapide. Indolore. Et si je ne le fais pas? Docteur. Qui parla alors, sa voix basse et froide. Alors nous devrons entamer un internement psychiatrique involontaire. Étant donné votre instabilité présumée et votre refus de soins, je n'aurai d'autre choix que de le recommander. Alors c'était ça, le fin mot. M'emprisonner entre deux cauchemars, abandonner la maison que j'avais construite avec Grégory, ou être enfermé dans une institution stérile. J'ai besoin de temps pour faire mes valises, dis-je, en essayant de masquer ma peur. Laissez-moi rassembler mes affaires. Mes lettres. Des vêtements. Les albums de photos de famille. Ethan acquiesça. Bien sûr. Mais signez d'abord. De cette façon, tout sera fait avant l'arrivée du notaire demain. J'ai baissé les yeux sur les papiers. Mon nom était tapé sur chaque page, tel un compte à rebours vers l'effacement. Mes doigts ont frôlé le stylo. Je devais faire semblant. Fais semblant d'accepter. Où dois-je signer? Les yeux d'Ethan brillèrent de satisfaction. En bas de chaque page. Paraffer les coins. J'ai fait comme il l'a dit. Lentement, prudemment, comme si je lisais chaque ligne attentivement. En vérité, les mots étaient flous devant mes yeux. Mon esprit était en ébullition, non plus de panique, mais de calcul. J'avais besoin de contacter Cal. J'avais besoin d'agir vite, avant qu'ils ne reviennent. Et je ne pouvais leur donner aucune raison de soupçonner que je pensais encore clairement. C'est tout, dit Ethan, empilant les pages signées avec un sourire. La maison est maintenant officiellement sous ma tutelle. Le notaire finalisera ça demain. J'ai avalé la bile dans ma gorge. Et quand est-ce que je... Pars? Nous viendrons vous chercher mardi matin, dit-il. Élise et moi emménagerons lundi pour commencer à préparer les choses. D'accord, dis-je doucement. Yesarai perte. Il se pencha et embrassa à nouveau ma joue, cette fois avec une sorte d'arrogance triomphante. Docteur, qui fit un signe de tête polie. Enchanté de vous rencontrer, madame. Whitlow. Dès que la porte se referma derrière eux, je m'effondrai sur l'accoudoir du canapé. Pendant un long moment, je ne pouvais même plus respirer. Puis j'ai attrapé mon téléphone. Cal, dis-je, quand il a répondu. Ils l'ont fait. Ils ont tout truqué. Le diagnostic. L'ordonnance du tribunal. Ils m'ont fait céder la maison. Ne panique pas, dit-il immédiatement. Je suis en route. Je serai là dans 30 minutes. Quand Cal est arrivé, j'attendais près de la fenêtre. Sa voiture argentée s'est arrêtée, telle une bouée de sauvetage.
Il est sorti en composant déjà un numéro sur son téléphone. Je pouvais voir à l'arrêt vive de sa posture qu'il était en mode crise totale. « Je vais les détruire », dit-il dès que j'ai ouvert la porte. À l'intérieur, je lui ai tout montré, le faux rapport médical, le document de tutelle, l'acte signé. Il a feuilleté chaque page, la mâchoire serrée. C'est criminel. Fraude. Faux témoignage. Abus de pouvoir. Nous portons cela au sommet. Ils ont menacé de me faire interner si je ne signais pas, ai-je murmuré. Cal leva brusquement les yeux. Cela constitue du chantage. Mais il est trop tard, dis-je. Ils ont déjà pris le contrôle. Ils amènent un notaire demain. Non, dit Cal, sa voix comme de l'acier. Ils n'ont encore rien pris. Ce ne sont que des formulaires. La vente n'est pas encore conclue. Et même avec une ordonnance de tutelle, nous pouvons tout geler si nous agissons vite. Pouvons-nous ? Oui, dit-il. Je vais appeler le bureau. J'ai encore quelques relations. Je vais déposer une plainte formelle. Et nous allons impliquer le bureau du procureur de district. Nous allons effrayer Ethan pour qu'il se retire. J'ai hésité. Mais je ne veux pas qu'il aille en prison, Cal. Je veux juste récupérer ma vie. Je sais, dit-il, doucement. Nous ferons de cela notre but ultime. Mais pour y arriver, nous devons commencer comme si nous jouions dur. Il s'est levé et a arpenté la pièce, planifiant déjà tout. Demain matin, je ferai venir un ami du conseil médical à Keene. Il craquera. Les gens comme lui le font toujours. Ensuite, nous obtenons une injonction judiciaire temporaire pour geler la tutelle et la vente. Je vais également contacter Andrea Berman, votre nouvelle avocate. Elle déposera une requête pour un examen complet. D'ici lundi, nous les aurons empêtrés dans tellement de paperasse qu'ils supplieront d'abandonner. Je l'ai regardée en clignant des yeux, submergée et reconnaissante. Tu restes ici ce soir ? L'expression de Cal s'est adoucie. Bien sûr que je reste. Cette nuit-là, Cal est resté dans la chambre d'amis, bien que nous savions tous les deux qu'aucun de nous ne dormirait beaucoup. Je suis resté éveillé à écouter la maison respirer, le bois qui craque, les tuyaux qui se déplacent, le vent marin qui frappe doucement contre les fenêtres. Cela ne ressemblait plus à une maison. Pas avec ce qu'ils avaient essayé de faire. Au lever du soleil, le café était déjà en train d'infuser en bas. Cal était assis à la table de la cuisine, habillé, alerte et concentré, passant en revue les notes qu'il avait prises pendant la nuit. La cuisine ressemblait à une salle de guerre, des documents, des numéros de téléphone, un bloc-notes juridique avec des notes griffonnées de sa main. Ils seront ici aujourd'hui, ai-je dit, en me servant une tasse de thé. Pour visiter la maison. Faire des plans. Peut-être même apporter des meubles. Cal n'a pas levé les yeux. Bien. Laissez-les venir. Ils entreront dans une maison bien différente de celle à laquelle ils s'attendaient. Il a passé plusieurs appels, d'abord à Andrea Berman, puis à quelqu'un de l'unité de justice pour les aînés du bureau, et enfin à un contact au conseil médical de l'État. J'ai regardé sa voix calme et polie émettre une série d'instructions fermes, chacune conçue pour déclencher une chaîne de réactions qui se répercuterait rapidement et fortement vers l'extérieur. Vers 9 heures, la sonnette a sonné. Trop tôt pour Ethan, ai-je dit. Cal est allé à la porte et l'a ouverte pour révéler deux inconnus. Une femme dans la quarantaine avec un presse-papier et un homme plus jeune dans un blazer marine. Madame Whitlow. Whitlow ? Demanda la femme. Docteur. Marion Blake, hôpital central de Newport. Voici Michael Henley, des services de protection des adultes. Pouvons-nous entrer ? J'ai hoché la tête, échangeant un regard avec Cal. Bien sûr. Ils se sont installés dans le salon. Docteur, Blake a ouvert son dossier. Nous sommes ici pour un examen prévu. Votre cas a été signalé en raison d'un diagnostic récent de démence à un stade précoce. Par le docteur. Keene, je suppose ? Demanda Cal. Oui, répondit-elle en haussant un sourcil. Il a soumis un rapport complet. Docteur, dis-je doucement. Je n'ai jamais été examiné par lui. Pas une seule fois. Il s'est présenté hier avec mon neveu, sans invitation, et a mené ce qu'il a appelé une discussion de bien-être. Je crois qu'il a fabriqué le rapport. Docteur. Blake a hoché la tête, prenant déjà des notes. Faisons quelques évaluations de base. Elle a effectué les tests habituels, orientation, mémoire, reconnaissance des formes. J'ai répondu à tout clairement et calmement. Quand nous avons terminé, elle s'est penchée en arrière,
les bras croisés. Madame Whitlow, je ne décèle aucun signe de déclin cognitif. Aucun signe, quel qu'il soit. Monsieur Henley avait l'air surpris. Mais on nous a dit. Elle est vive, a dit le docteur Blake. Plus vive que la plupart des personnes de 70 ans que j'ai évaluées. Le rapport était soit basé sur des données fausses, soit entièrement inventé. J'ai croisé son regard. Je pense que vous savez déjà lequel. À ce moment-là, la sonnette a sonné de nouveau. Laissez-moi répondre, a dit Cal en se levant. Cette fois, il est revenu avec un homme en costume gris foncé. Sa présence remplissait l'embrasure de la porte, grand, soigné, un badge à la main. Madame Whitlow, je suis l'agent Desmond Cole, du FBI. J'enquête sur l'utilisation frauduleuse de dossiers médicaux liés à la saisie illégale de biens. Puis-je vous parler? Oui, bien sûr, ai-je dit, en essayant de rester calme. Il s'est assis à côté du docteur Blake, ouvrant un carnet relié en cuir. Nous avons arrêté le docteur Arthur Quinto ce matin. Il nous a donné des informations sur de multiples diagnostics frauduleux établis pour des demandes de tutelle. Mon souffle s'est coupé. Il a avoué avoir fabriqué votre rapport, a poursuivi l'agent Cole. Il dit qu'il a été payé $4 800 par votre neveu, Ethan Whitlow, pour créer une documentation qui vous ferait paraître légalement incompétente. Nous avons le relevé bancaire qui correspond au paiement. Cal a hoché la tête, sans surprise. Et maintenant? Nous recueillons des preuves pour des accusations criminelles. Ethan Whitlow sera amené pour être interrogé cet après-midi. Nous avons également déposé une injonction pour geler tout changement de propriété en attendant l'enquête. Cela se passait vite. Plus vite que je n'avais osé l'espérer. Je veux juste retrouver ma vie. Ai-je dit doucement. Ma maison. Ma paix. Et vous l'aurez, m'a assuré l'agent Cole. Mais vous devriez être préparé. Les choses pourraient empirer avant de s'améliorer. Juste à ce moment-là, des pneus ont crissé dehors. J'ai regardé à travers le rideau. Le SUV d'Ethan était garé devant. Élise est sortie la première, tenant un carnet. Ethan a suivi, tenant un ruban à mesurer. Ils sont là, ai-je murmuré. Docteur. Blake s'est levé. Nous allons rester hors de vue. Laissons-les entrer seuls. Je suis retourné à ma place. Cal est resté debout près du couloir. L'agent Cole a fait signe aux autres d'entrer dans la pièce d'axe en grave côté. La porte d'entrée s'est ouverte au tintement des clés. Tantenora, cria Ethan. Dans le salon, ai-je répondu, gardant une voix neutre. Lui et Élise sont entrés, joyeux et inconscients. On s'est dit qu'on passerait et déterminerait quel meuble garder, a gazouillé Élise. Je pensais à retaper cette commode dans la chambre d'amis. Ethan était à mi-chemin dans la pièce quand il a vu l'agent Cole émerger du couloir, un signe sortit. Ethan Whitlow, dit Cole. Ethan se figea. Oui. Je suis l'agent Desmond Cole. Je vous place sous enquête pour tentative de fraude, faux et usage de faux, et maltraitance envers personnes âgées. Élise halta. Ethan recula d'un pas. C'est une blague, n'est-ce pas? Nous avons une déclaration sous serment du docteur Keane, des documents financiers et le témoignage de votre tante, a poursuivi Cole. Vous devrez venir avec moi pour être interrogé. La voix d'Élise s'est brisée. Ethan, qu'as-tu fait? Ethan m'a regardé, la trahison écrite sur son visage. Tu m'as piégé? Tu as essayé de me faire déclarer folle, ai-je dit, la voix basse. Pour prendre ma maison. Le visage d'Ethan est devenu rouge foncé, sa bouche se serrant comme si des mots pouvaient le sauver, mais aucun n'est venu. Élise recula légèrement, ne tenant plus sa main. Vous ne comprenez pas, finit par lâcher Ethan. Je n'essayais pas de vous blesser. Je pensais juste. Tu pensais que je partirais tranquillement, ai-je dit, coupant court. Tu pensais que si tu souriais et falsifiais quelques papiers, je disparaîtrais dans un foyer et ne le remettrais jamais en question. Élise jeta un coup d'œil entre nous, visiblement secouée. Est-ce vrai? Tu as payé ce docteur? Ethan la regarda, puis l'agent Cole. Je veux un avocat. Vous avez le droit d'en avoir un, répondit calmement l'agent. Vous n'êtes pas encore en état d'arrestation, mais vous êtes détenu pour interrogatoire. Vous allez venir avec nous maintenant. Élise, vous pouvez rester ici ou nous accompagner. Je vais rester ici, murmura Élise. Deux agents en uniforme sont entrés par la porte d'entrée,
appelé silencieusement par l'agent Cole. Ethan, toujours abasourdi, s'est laissé escorter sans résistance. À la porte, il a regardé par-dessus son épaule vers moi. Plus d'arrogance. Juste quelque chose de creux dans ses yeux. Tante Nora. Commença-t-il, mais ne put finir. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Après leur départ, Élise s'est assise raide au bord du canapé. Elle fixait le sol, comme s'il pouvait offrir une explication que son mari ne pouvait pas. Après un long silence, elle a fini par parler. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je pensais que tu étais juste têtu. Je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Tu n'as pas posé de questions, ai-je dit, sans méchanceté. Tu as juste accepté la version des événements qui t'arrangeait. Des larmes ont coulé sur ses joues. Nous étions dans une mauvaise passe. Financièrement. Je n'arrêtais pas de le pousser pour un endroit plus grand, de meilleures choses. Il a dit que cette maison serait une bouée de sauvetage. J'ai hoché la tête, lentement. Alors vous avez tous les deux décidé de réécrire ma vie pour faciliter la vôtre. Je suis désolée, dit-elle, la voix brisée. Vraiment. Je la croyais, au moins en partie. Peut-être qu'elle n'avait pas orchestré ce mensonge, mais elle l'avait encouragé. Je ne veux aucune vengeance, lui dis-je. Mais je ne veux pas non plus être manipulée encore. Donc, si tu restes avec Ethan, comprends bien ceci, vous devrez tous les deux reconstruire à partir de zéro. Je comprends, dit Elise, doucement. Docteur. M et Monsieur Henly se sont levés alors. Nous allons déposer un rapport officiel, dit-elle. Nous recommandons que la tutelle soit révoquée immédiatement, en attendant une décision du tribunal. Et la maison ? demandai-je. La propriété reste la vôtre, confirma Monsieur Henly. Tous les actes signés sous contrainte seront annulés une fois que l'affaire progressera. L'agent Cole ajouta, nous vous tiendrons informés de la coopération d'Ethan. Selon ce qu'il admettra et combien vous êtes prête à porter plainte, cela pourrait déterminer son avenir. J'ai hoché la tête et je les ai tous remerciés pour leur aide. Quand ils sont partis, il n'y avait plus que Cal, Élise et moi. T'es eu de fretterie poser, dit Cal, doucement. Je le ferai. Mais d'abord, je dois appeler Evan. Elle a besoin d'entendre ça de moi, pas un titre. Alors que je sortais sur le porche arrière pour passer cet appel, Élise resta assise, ses doigts traçant distraitement le grain de la table basse. Cal se tenait à côté d'elle, silencieux, mais attentif. Evan a décroché à la deuxième sonnerie. Tante Nora. Est-ce que tout va bien ? J'ai expiré lentement. Ça ira. Puis-je te dire quelque chose d'inhabituel ? Elle a écouté pendant que j'expliquais. Pas tous les détails, juste assez pour qu'elle comprenne l'ampleur de la trahison et que j'allais bien. Je prendrai l'avion ce week-end, dit-elle aussitôt. Tu ne devrais pas être seule en ce moment. Je ne le suis pas, dis-je, en jetant un coup d'œil à Cal par la fenêtre. J'ai quelqu'un. Cette nuit-là, Élise est restée dans la chambre d'amis. Pas parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'elle semblait avoir peur de rentrer seule chez elle. Cal lui a offert cet espace sans hésitation, et j'ai apprécié sa grâce. Dans les heures calmes avant l'aube, je suis restée allongée dans mon lit et j'ai regardé le plafond. La maison avait l'impression de respirer à nouveau, pas avec la peur, mais avec son vieux rythme. La menace était toujours réelle, mais le contrôle avait changé de camp. Au petit déjeuner, Élise s'est jointe à nous à table. Ses cheveux étaient attachés, son visage pâle, mais calme. Je partirai ce matin, dit-elle. Mais avant de le faire, je veux demander quelque chose. J'ai levé les yeux. Je veux changer, dit-elle. Vraiment. Je sais que je ne mérite aucune aide de ta part, pas après ce qui s'est passé. Mais s'il y a un moyen de réparer les choses. Cal posa sa tasse. J'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour aider au bureau, dit-il. Classement. Planification. Travail administratif. Ce n'est pas glamour, mais c'est honnête. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Vous m'embaucheriez ? Je te donnerai une chance, répondit-il. Je n'ai rien dit pendant un moment. Alors, tu ne dois pas te faire d'illusions, Élise. Je feiste surveiller. De près. Elle hocha la tête. Je ne m'attendrai pas à moins. Dans les jours qui suivirent, mon monde a commencé à se stabiliser, mais pas comme avant. C'était un autre genre d'équilibre maintenant. Un équilibre façonné par la confrontation, mais maintenu par une tranquille détermination à récupérer ce qui était mien. Élise a commencé à travailler avec Cal ce lundi-là. Je n'étais pas sûre si c'était par culpabilité ou par désespoir, mais elle s'est présentée à l'heure, vêtue simplement, sans talons,
et s'est assise au petit bureau à l'arrière du bureau de consultation de Cal, comme quelqu'un de déterminé à prouver quelque chose. Il a dit qu'elle était diligente, voire humble. Je n'ai pas insisté pour en savoir davantage. Je n'étais pas prête à lui faire confiance, mais je n'étais pas non plus impatiente de la voir échouer. Evan est arrivée le jour suivant. Elle a apporté une bouffée de chaleur avec elle, de celles qui remplissent une maison de rire. Nous sommes restés éveillés tard à parler, à regarder de vieux films en noir et blanc et à manger des biscuits sablés qu'elle avait rapportés d'Albuquerque. « Veux-tu que je reste plus longtemps » a-t-elle demandé un soir alors que nous plions le linge ensemble. « Non » ai-je répondu doucement. « Mais je suis contente que tu sois venue. » Elle s'est penchée et m'a serré fort dans ses bras. « Tu es plus forte que nous tous, tante Nora. Mais je suis là chaque fois que tu auras besoin de renfort. » Ethan, pendant ce temps, était en liberté sous caution. Sa mise en accusation avait été reportée en attendant les résultats de l'enquête. Il n'avait pas essayé de me contacter, ce qui était à la fois un soulagement et une légère blessure. Le fils que j'avais connu, distant, critique, exigeant, avait finalement révélé une part d'ombre que je ne pouvais plus ignorer. Cal et Andrea ont agi rapidement. Le tribunal a officiellement annulé l'ordonnance de tutelle. L'acte signé a été annulé pour cause de coercition, et mon patrimoine m'a été entièrement restitué. À la fin de la 2e semaine, j'étais de nouveau libre, pas seulement sur le papier, mais aussi dans mon esprit. Je pouvais respirer dans ma maison, sans me demander qui essayait de me la prendre sournoisement. Ce vendredi-là, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Après le dîner, je me suis assise à la table avec Cal et Evan. « Je veux dire toute la vérité à Ethan », ai-je dit. « À propos de tout. » Evan avait l'air perplexe. « La vérité ?» Cal, cependant, a compris tout de suite. « À propos de nous. » J'ai hoché la tête. « À propos de combien de temps vous êtes dans ma vie. » À propos de Grégory. À propos des années qu'Ethan a passé à penser que j'étais froide et distante alors qu'en fait, j'étais juste en train d'essayer de tout maintenir ensemble. Evan haussa les sourcils. « Êtes-vous sûr que c'est une sage décision ? Il pourrait l'utiliser contre vous, le déformer. » « Il a déjà fait tout ce qu'il pouvait pour me blesser, » ai-je répondu. « Ce qui reste, c'est à moi de le donner ou de le retenir. Je veux arrêter de me cacher. » Nous avons donc invité Ethan à dîner. Il est arrivé 2 jours plus tard, portant une chemise bleu pâle et une expression méfiante. Élise est venue avec lui, son visage tendu mais déterminé. Elle est restée silencieuse pendant la majeure partie du repas. Nous n'avons pas parlé de l'enquête ni des accusations en suspens. Nous avons parlé du travail d'Evan. Cal a interrogé Ethan à propos d'un projet qu'il avait autrefois géré avant que tout ne s'écroule. Ethan a répondu poliment, mais la tension planait dans l'air comme un nuage de poussière. Finalement, après le dessert, j'ai posé ma tasse et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Il y a quelque chose que j'ai besoin que tu entendes de ma bouche, » ai-je dit. Plus aucun secret. Plus maintenant. Les épaules d'Ethan se sont crispées. « D'accord. Tu te souviens de Cal quand tu étais jeune, » ai-je continué. Tu l'appelais toujours Monsieur Reddick. Je t'ai laissé croire qu'il était juste un vieil ami de la famille. Il hocha la tête lentement, les yeux plissés de suspicion. Mais il est bien plus que ça, dis-je. Nous faisons partie de la vie l'un de l'autre depuis plus de 30 ans. Même quand ton oncle était vivant. Ethan me regarda, stupefate. Tu étais impliqué? Oui, répondis-je, calmement. Ton oncle s'est battu pendant de nombreuses années. C'était un homme bon, mais il était plus absent que présent. Cal était quelqu'un qui me voyait, qui me réconfortait quand personne d'autre ne le faisait. Donc, tu trompais, dit Ethan, la voix dure comme du silex. Je survivais, dis-je. Et je ne te laisserai pas réécrire ma vie à travers ton amertume. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Il regarda Élise, mais elle garda les yeux rivés sur sa tasse de thé vide. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il. Tu n'as rien à dire pour l'instant, dis-je. Je ne demande ni pardon ni compréhension. Je te dis ça parce que j'ai passé trop d'années à me cacher par peur de la façon dont tu me jugerais. Je ne le ferai plus. Cal resta silencieux, sa main posée sur la mienne sous la table. Ethan semblait vouloir argumenter. Puis, lentement, ses épaules s'affaissèrent. Je suppose que j'ai eu mes propres secrets aussi, dit-il doucement. Et les miens étaient sacrément plus laids. Nous restâmes assis en silence pendant un moment. Élise finit par prendre la main d'Ethan. Nous essayons, dit-elle, doucement, de changer.
J'ai acquiescé. Alors, commencez ici. Avec honnêteté. Ils sont partis peu après. Les adieux furent maladroits, incertains, mais pas colériques. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai senti une étrange paix s'installer dans la pièce. Tu has SR que se va? Demanda Cal. Je crois que oui, dis-je. Pour la première fois depuis longtemps. La semaine suivante fut calme d'une manière presque inconnue, comme rester immobile après une longue tempête. Plus d'avocats, plus d'agents. Personne n'essaie de prendre ce qui m'appartenait. Juste le cliquetis de la vaisselle le matin, le parfum du romarin du pot sur le rebord de la fenêtre, et la voix de Cal murmurant lors d'appels téléphoniques depuis le bureau. Élise a continué son travail au bureau de Cal. Il m'a dit qu'elle était stable, voire serviable. Elle classait des documents, répondait aux appels et posait des questions, pas seulement sur les tâches, mais sur la façon dont les choses fonctionnaient. Sur comment faire mieux. Bien loin de la femme en talons aiguilles qui a visité mon salon comme si c'était son dû. Ethan, d'un autre côté, est resté surtout hors de vue. Nous avions entendu dire par Andrea qu'il coopérait à l'enquête. Sa confession complète a aidé à ouvrir des accusations contre 2 autres familles qui avaient utilisé le docteur Keane dans des stratagèmes similaires. L'affaire de l'État contre le médecin se renforçait, et les informations d'Ethan, bien qu'accablantes, étaient essentielles. Il n'ira pas en prison, nous a dit Andrea lors d'un dernier examen de l'affaire. Pas avec votre déclaration demandant la clémence, ni avec la quantité de preuves qu'il a aidé à apporter. Il recevra probablement une probation, une thérapie obligatoire et des frais de restitution. Bien, ai-je répondu. Laissez-le se reconstruire, comme le reste d'entre nous. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour Cal et Evan. Nous étions juste tous les 3, et la maison était de nouveau chaleureuse. Nous avons parlé de livres. Evan a partagé des photos d'un voyage de randonnée. Cal a raconté une histoire où il avait pris une chèvre pour un cambrioleur lors d'un de ses concerts de surveillance. Plus tard, après le départ d'Evan, Cal et moi nous sommes assis sur la véranda. Le clair de lune inondait le jardin. Il s'est penché et a pris ma main. Je sais que nous avons dit que nous étions heureux de la façon dont les choses étaient, a-t-il dit. Maisons séparées. Visites hebdomadaires. Intimate. Je l'ai regardé. Mais peut-être que je suis prêt à plus. Pour moins d'espace entre nous. J'ai souri. Tu veux emménager? Je veux arrêter de faire semblant que nous sommes temporaires. Longtemps, je n'ai rien dit. J'ai regardé la mer, le jardin que Grégory avait autrefois planté, puis de nouveau l'homme qui était resté à mes côtés quand tout s'est effondré. Je crois que je suis prête aussi, ai-je dit. Mais seulement si tu acceptes quelques bizarreries. J'écoute des dramatiques radiophoniques à plein volume. Je parle aux plantes. Et je garde de vieilles lettres dans des boîtes à chaussures. Marché conclu, Harry Cal. Mais je ronfle. Et je mange des céréales directement dans la boîte. Alors nous aurons 2 boîtes. Nous avons pris la décision ensemble, pas avec de grands gestes ou des déclarations, mais avec des pas réguliers. Cal a commencé à emménager, pièce par pièce. Un fauteuil préféré ici. Son tourne-disque là. C'était naturel, comme un puzzle qui s'assemble. Evan était ravi. Il était temps, a-t-elle dit en aidant à déballer ses livres. Vous faites cette danse lente depuis des décennies. Nous n'avons fait aucune annonce officielle. Nous n'avions pas besoin de le faire. Les gens qui comptaient le savaient déjà, et ceux qui jugeaient n'étaient de toute façon pas les bienvenus dans nos vies. 1 mois après l'épreuve, j'ai organisé un petit dîner. Juste la famille. Ethan et Élise ont été invités. C'était l'idée de Cal. Donne-lui une place à la table, a-t-il dit. Pas parce qu'il le mérite. Mais parce que c'est toi qui décides qui s'assoit dans ta maison. Ils sont arrivés à l'heure. Ethan était visiblement nerveux, tenant une bouteille de vin qu'il n'avait pas ouverte. Élise était vêtue simplement, son maquillage discret. La soirée a commencé tranquillement. Les conversations étaient maladroites, forcées. Mais au cours du repas, les choses se sont adoucies. Evan a parlé d'une bourse pour laquelle elle postulait. Cal a fait une blague qui a même fait rire Ethan. Au dessert, j'ai senti quelque chose changer. Pas le pardon, mais le début de quelque chose de moins lourd. Après que tout le monde eut mangé, je me suis levée et j'ai éclairci ma gorge. Je veux juste dire quelque chose. Commençai-je. Avant que cette nuit ne se termine. Tout le monde s'est tourné pour écouter. La famille n'est pas qu'une question de droit. Il ne s'agit pas de ce que nous pensons mériter. Il s'agit de choix. Et en ce moment, je choisis d'aller de l'avant.
J'ai regardé directement Ethan. Tu m'as blessé. Profondément. Mais je sais aussi que personne ne traverse la vie sans faire de dégâts. Tu as reconnu ta part. Tu travailles sur toi-même. C'est un début. La voix d'Ethan était à peine audible. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Bien, dis-je. Parce que le pardon n'est pas dû. Il est offert quand cela semble juste. Ce que tu peux attendre, cependant, c'est la responsabilité et une seconde chance d'être quelqu'un de différent. Il hocha lentement la tête. J'aimerais ça. Et Élise, ai-je continué, en me tournant vers elle, j'ai vu tes efforts. Continue comme ça. Tu n'as pas besoin de m'impressionner. Sois juste authentique. Elle déglutit difficilement et murmura, merci. Après le dîner, je me suis assis seule dans le salon, laissant le silence s'étendre autour de moi comme une couverture familière. La vaisselle était lavée, les chaises rangées, et le murmure de la conversation persistait encore faiblement dans les coins de la pièce, comme un parfum. Ce n'était pas encore la paix, pas le genre qui efface, mais c'était quelque chose de plus doux. Une trêve. Ethan et Élise étaient partis avec des adieux silencieux et un espoir prudent. Cal avait ramené Evan à la maison et avait promis de revenir bientôt. Je suis restée derrière pour être seule avec la maison, pour écouter à nouveau sa sagesse tranquille. Cette maison, ma maison, avait résisté à tout. Mort, chagrin, croissance, trahison, amour. J'ai failli la laisser être volée, non pas par un étranger, mais par la personne même que j'ai autrefois bercée dans mes bras, qui avait l'habitude de courir dans ce couloir en chaussettes et de se cogner contre les murs en riant. La trahison était profonde. Mais elle était recouverte de tristesse, plus que de fureur. Je me suis dirigée vers la cheminée et me suis assis dans mon fauteuil habituel, en faisant glisser mes doigts le long du bord usé de la coudoir. J'ai pensé à Grégory. Aux années que nous avons passées à nous tourner autour dans une agonie silencieuse, en essayant de prétendre que nous pouvions arranger les choses avec de la patience ou du temps. J'ai pensé aux nombreuses nuits où j'ai pleuré seule pendant qu'il s'enfermait. Et à Cal, qui n'a jamais rien demandé, qui s'est simplement présenté quand j'avais besoin de quelqu'un pour me voir. La semaine suivante a apporté des changements qui étaient petits en apparence, mais monumentaux pour moi. Cal a oficialment emménagé. Il ne l'a pas annoncé avec des boîtes ou des discours, il a simplement cessé de partir. Sa brosse à dents est apparue dans la salle de bain, son manteau a rejoint le mien sur le porte-manteau, et soudain son parfum persistait dans l'air matinal de la cuisine avant même que la bouilloire ne commence à siffler. Nous partagions l'espace comme des gens qui le faisaient tranquillement depuis des décennies. Parfois, nous passions des disques et dansions lentement dans le salon. Parfois, nous nous disputions sur ce qu'il fallait faire de la chambre d'amis ou sur la question de savoir si le vieux banc de jardin devait être réparé ou remplacé. Cela semblait honnête. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de ne pas tout porter seule. Élise a continué de travailler pour Cal. Un soir, elle est venue à la maison avec un dossier de documents qu'il devait signer. Je l'ai invitée à entrer. Elle a hésité au début, visiblement incertaine si j'étais sincère. Mais quand je lui ai tendu un verre de thé et me suis assis en face d'elle, elle s'est détendue. J'essaie d'être différente, dit-elle soudain, les yeux baissés. Pas seulement pour Ethan, mais pour moi. Je l'ai cru. Pas complètement. Pas encore. Mais les gens changent lentement, comme les marées, et non comme la foudre. Comment se passe ta thérapie? Ai-je demandé. Elle a souri. Difficile. Mais nécessaire. Nous avons brièvement bavardé, et quand elle est partie, elle s'est arrêtée à la porte. Je sais que je l'ai déjà dit, mais merci, a-t-elle dit. Vous n'étiez pas obligé de nous donner une autre chance. Je n'y étais pas obligée, ai-je répondu. Mais j'ai choisi de le faire. Plus tard cette semaine, j'ai reçu une lettre qui me rappelait le chemin parcouru. Elle venait du bureau du procureur. Un résumé de l'affaire était joint. La révocation de la tutelle, le rejet officiel du transfert frauduleux de l'acte et les accusations contre le docteur Keane, qui avait plaidé coupable et écopé d'une peine de prison de 5 ans et d'une révocation permanente de sa licence. Le nom d'Ethan figurait également. Il avait accepté un accord de plaidoyer, 2 ans de probation, une thérapie obligatoire et 300 heures de travaux d'intérêt général. Le tribunal avait renoncé à l'emprisonnement, en grande partie grâce à ma clémence et à sa coopération. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai rangée dans le tiroir à côté de ma chaise. Je ne l'ai ni encadrée ni brûlée. Ce n'était ni un trophée ni une blessure, c'était un témoignage de quelque chose qui avait survécu. Quelques jours plus tard, je me suis tenue dans le jardin avec Cal, taillant les roses que Grégory avait plantées autrefois. C'était de nouveau le printemps, et les fleurs commençaient à s'épanouir comme de vieux souvenirs.
J'y pensais, dit Cal, en ajustant ses gants, peut-être devrions-nous faire un voyage. J'ai haussé un sourcil. Un voyage. Juste un voyage court. Juste un court. Vermont. Peut-être cette petite cabane près du lac? J.I.R. Tu veux dire celle où nous avions l'habitude de nous faufiler et de prétendre que c'était un voyage d'affaires? I Açores. Exactement. Seulement cette fois, nous n'avons pas à nous faufiler. D'accord, dis-je. Allons-y. Evan est venue arroser les plantes pendant notre absence. Elle a envoyé des photos du jardin et une photo d'elle tenant un livre dans mon fauteuil près de la fenêtre. J'essaie de canaliser ton énergie, a-t-elle écrit en légende. Le voyage était simple, juste quelques jours. Des matins calmes, des promenades au bord du lac, des dîners aux chandelles. Mais j'ai réalisé quelque chose alors que nous étions assis sous un ciel étoilé, je n'attendais plus d'être trahi. Je ne scrutais plus l'horizon à la recherche de la prochaine catastrophe. Pour une fois, je vivais simplement. Quand nous sommes revenus du Vermont, la maison n'avait plus l'air d'un champ de bataille. Elle ressemblait de nouveau à la maison, chaleureuse, imparfaite, pleine d'histoire. Le genre d'endroit où la vérité pouvait vivre, et pas seulement des souvenirs. Un après-midi, en rangeant le placard de rangement, j'ai trouvé une petite boîte en bois que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, il y avait de vieilles photographies, des lettres de Grégory, quelques dessins d'enfance d'Evan et une carte d'anniversaire pliée d'Ethan quand il avait 7 ans. Dans son écriture maladroite, il avait écrit « Je t'aime même quand tu cries ». Merci pour mon vélo. J'ai gardé cette carte longtemps, laissant le poids de ces mots s'installer. Je ne criais pas beaucoup à cette époque, juste élever la voix quand j'étais dépassée. J'avais oublié combien de ce garçon vivait encore dans l'homme qui a presque tout pris de moi. Parfois, nous nous manquons les uns les autres. Parfois, les gens que nous élevons s'égarent. Et parfois, nous disparaissons nous-mêmes derrière le devoir ou la survie. Mais il y a encore des moments qui valent la peine d'être vécus, encore des ponts qui valent la peine d'être construits. Le dimanche après notre retour, nous avons invité Ethan et Élise à revenir. Cette fois, j'ai demandé à Evan de se joindre à nous aussi. Je voulais que cela ressemble à une table familiale, et non à une négociation de trêve. Ils sont venus, nerveux, mais sincères. Élise a apporté une tarte à la rhubarbe qu'elle avait faite de A à Z. Ethan a offert de réparer le portail du jardin sans qu'on le lui demande. Petit geste, mais significatif. Pendant le déjeuner, nous avons parlé de choses banales. La nouvelle bourse d'Evan. Le rosier têtu de Cal qui refusait de fleurir. La surprise d'Élise de voir combien elle aimait le travail de bureau. Et Ethan, étonnamment, a parlé de bénévolat dans un centre pour personnes âgées dans le cadre de son service communautaire. Il y a cet homme qui s'appelle Harold, dit-il en riant doucement. Il a 89 ans et jure qu'il se souvient de l'invention du pain de mie, comme si c'était une faveur personnelle. Nous avons ri. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Après avoir débarrassé la table, nous nous sommes assis ensemble dans le salon. Personne ne s'est dépêché de partir. J'y pensais, dit Ethan à un moment donné, à écrire ce qui s'est passé. Pas pour publier ou quoi que ce soit. Juste. Comme une façon de traiter cela. Peut-être pour comprendre comment j'ai fini là où j'ai fini. Ce n'est pas une mauvaise idée, dit Cal. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont allés trop loin, tant que ce n'est pas noir sur blanc. Je ne sais toujours pas comment j'ai laissé les choses aller aussi loin, admit Ethan, en me regardant. Je voulais juste avoir l'impression d'être important. Comme si j'avais quelque chose à montrer de ma vie. Tu en as, dis-je doucement. Mais prendre à quelqu'un d'autre ne te rend pas entier. Tu dois construire quelque chose qui t'appartient. Il hocha la tête. J'essaie. Ce soir-là, après leur départ, je me suis tenue sur le porche avec Cal, les bras enroulés autour de moi alors que la brise marine arrivait. Tu as fait une bonne chose, dit-il. J'ai fait ce qu'il fallait, ai-je corrigé. Ce n'était pas facile, mais c'était juste. Il me regarda, quelque chose de doux et de certain dans ses yeux. Tu sais, tu aurais pu devenir froide. Tu avais toutes les raisons de le faire. Mais tu ne l'as pas fait. J'ai déjà eu froid, ai-je dit. C'est comme ça que j'ai survécu. Mais j'en ai fini de survivre maintenant. Je veux vivre. Il sourit et embrassa ma tempe. Alors vivons. Et c'est ce que nous avons fait. Quelques mois plus tard, Evan m'a aidé à mettre en place un atelier de narration à la bibliothèque locale, un groupe pour les femmes de plus de 60 ans afin d'écrire et de partager leurs histoires de vie. Cela a commencé avec 5 femmes. Puis 10. Puis 20.
Certains sont venus avec des journaux remplis de souvenirs précieux. D'autres n'ont apporté que le silence, attendant que les bons mots viennent à eux. Un après-midi, j'ai lu ma propre histoire au groupe. Pas tout le récit de la trahison d'Ethan, mais assez pour parler du pouvoir de récupérer sa voix. Quand j'ai fini, la pièce est restée silencieuse un moment. Puis quelqu'un a applaudi. Et un autre. Et un autre. Après la session, une femme nommée Alice est venue vers moi, les larmes aux yeux. « Vous m'avez donné la permission, » dit-elle, « d'arrêter d'avoir honte de mon passé. » J'ai souri, tendant ma main vers la sienne. C'est ce que font les histoires. Pour mon 73e anniversaire, nous avons organisé un petit rassemblement à la maison. Evan a porté des fleurs. Élise a refait sa tarte à la rhubarbe. Ethan m'a donné un journal avec une note disant « Merci de m'avoir offert un deuxième chapitre. J'écris mieux maintenant. » Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise près de la cheminée dans mon fauteuil habituel. Cal a apporté 2 tasses de thé et s'est installé près de moi. Nous n'avons pas parlé au début, juste écouté le crépitement des bûches et le calme de la maison. « Vous savez, » a-t-il dit après un moment, « cette maison semble différente désormais. » Comment ça ? Comme si elle ne retenait plus son souffle. J'ai souri. Moi non plus. Le feu dansait. Le vent de l'océan a caressé les fenêtres. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie pleinement, paisiblement présente. Pas hantée par le passé. Pas peur de l'avenir. Juste ici, où la lumière se pose.